Bonjour, je m'appelle Adélaïde Joran. Je suis orthophoniste de la fonction publique hospitalière depuis 17 ans. Et récemment, j'ai dû rentrer dans un combat un peu plus marqué que ce que je faisais jusque-là dans ma profession. Dans ma profession, puisque je travaille dans un hôpital, j'étais très attachée au fait de pouvoir accompagner les personnes, mes patients. C'est effectivement mon rôle, mais cette notion d'être proche de l'humain, de lui permettre à lui de gagner en participation, en légitimité dans sa vie de citoyen me paraissait prioritaire. Pour ne donner qu'un exemple, les patients qui ont été victimes d'un AVC et qui sont entravés dans leur parole par l'aphasie nécessitent un accompagnement, une rééducation, une amélioration, des béquilles parfois, des béquilles au sens métaphorique évidemment, de façon à pouvoir retrouver cette communication-là qui est si importante pour un être humain et retrouver sa vie sociale, sa vie familiale, pourquoi pas sa vie professionnelle, aux moyens d'adaptation, pourquoi pas, avec aussi une tolérance et un respect de l'environnement, des interlocuteurs, mais qui permet à l'individu d'être. Et ça me paraît vraiment primordial. Donc dans mon établissement, j'ai rapidement été choquée, dérangée par certaines conduites, alors parfois illégales, mais en général irrespectueuses. Quand on parle de maltraitance institutionnelle, bah justement, c'est banalisé. On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière tout ça, mais enfin, il apparaît qu'on oppresse, qu'on triche. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les personnels puissent faire au mieux leur travail et justement rendre correctement, proposer correctement leur mission, donc de soins ou d'enseignement. Et rapidement dans mon établissement, j'ai voulu participer à différents comités qui s'intéressaient à différents sujets d'établissement, par exemple la nutrition, par exemple l'éthique. Et rapidement également, il a fallu que je me fasse connaître, je rentre en contact, que je dialogue avec la direction, parce qu'à plusieurs moments, je trouvais que les règles éthiques ou même la loi n'étaient pas tout à fait bien respectées. Et j'avais besoin de signifier. Donc le nombre de mouvements sociaux auxquels j'ai fait partie pour la défense de ma profession, pour la défense des services publics, et plus globalement ces derniers temps contre les lois liberticides qui ont été votées successivement, et également contre les lois qui compliquaient vraiment la vie des populations, sans aucune raison valable en termes de socle budgétaire. Donc je pense notamment à la réforme chômage ou à la réforme des retraites. Donc j'ai été un certain nombre de fois dans la rue et ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré en 2020, où ce Covid-là a pris beaucoup de place. Rapidement, effectivement, j'ai pu voir cette désinformation, j'ai pu voir ce hiatus entre ce que je vivais à l'hôpital et ce qu'on vivait dans la rue, en tant qu'individu et avec les prérogatives gouvernementales qui ne correspondaient pas à ce que nous vivions à l'intérieur de l'hôpital. Aussi, je me suis rapidement renseignée sur le sujet et tout le printemps 2020 m'a permis de comprendre que il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose en termes de, au moins, gestion de crise sanitaire avec des incohérences et puis surtout une indépendance scientifique bafouée. J'ai donc décidé de m'investir dans un mouvement citoyen contre le pass sanitaire à l'époque, contre l'obligation vaccinale et surtout pour le respect des libertés, pour la lutte contre toutes les discriminations. L'important pour moi, c'était de rallier un ensemble, un mouvement, un élan citoyen qui allait dans le même sens, qui refusait un petit peu cet aspect despotique de la gestion de la crise sanitaire. Encore une fois, dont les informations avaient du mal à émerger, notamment dans les médias grand public, et surtout sous forme de débats contradictoires. Or, la pensée critique ne peut s'exercer que si on a l'ensemble des informations et accès aux débats contradictoires.
Donc l'été 2020, se crée le collectif No Pass 24 à Périgueux, à laquelle je suis à la tête de ce collectif. Et ce collectif, depuis lors, organise des manifestations tous les samedis. Depuis lors, propose des actions d'information, propose des actions juridiques, des rencontres avec les élus. Des actions sur les marchés, notamment à déployer un pôle d'information non négligeable au travers de toutes les pages Facebook, Odyssée, Telegram, site internet, etc., qui permettent effectivement d'exporter nos actions, mais également de relayer celles des collectifs avec lesquels nous sommes en réseau, parce qu'effectivement là le territoire est devenu tout petit. De plus en plus les réseaux se resserrent, de plus en plus les uns connaissent les autres, et je ne parle pas que des réseaux anti-pass, hein, je parle vraiment de tous les réseaux qui concernent les enfants, qui concernent une transition écologique, qui concernent une position éthique, qui concernent un déploiement vers une société autre, quelque chose qui nous ressemblerait plus. Voilà, tous les collectifs sont de plus en plus proches, et c'est intéressant de voir à quel point on a su justement mailler. On a su diffuser les informations, échanger, partager nos données, nos savoirs, nos compétences, mutualiser les outils qu'on avait pu mettre en place, les idées. Il y a eu une foule d'énergie et de concrétisation qui est somme toute assez merveilleuse durant ce contexte qui aurait pu nous paraître plutôt ténébreux. Donc voilà, No Pass 24 a vraiment cherché à une expansion, à une ouverture et à une fédération avec les autres collectifs. Évidemment, à l'intérieur de No Pass, la richesse humaine, les rencontres et les implications de chacun sont extrêmement riches également. Par ailleurs, j'ai fait une grève de la faim. J'ai fait une grève de la faim en septembre parce que je fais partie des professions qui ont été suspendues. De façon absolument abjecte, donc une discrimination au travail, pour fait de santé, un apartheid, une mise à mort, puisqu'on nous enlève tout salaire, tout traitement, et une mise à mort également du service public, dans la mesure où lui n'accède plus aux technicités et les patients ne peuvent plus être pris en soin. En septembre donc, nous sommes 3 à rentrer en grève de la faim. Une collègue qui également a été suspendue et qui souhaite faire valoir ses droits. Un enseignant retraité, auto-entrepreneur qui se place en solidarité du sort inique qui a été réservé à ses soignants, qui a applaudi quelques semaines auparavant par ailleurs. Et cette solidarité-là est d'autant plus marquante que cette personne qui a fait grève de la faim 26 jours a été vaccinée. Donc c'est vraiment la notion de discrimination, de société à deux vitesses qui l'a fait rentrer en lutte, en grève violente contre lui-même, hein, pas contre l'extérieur, puisque justement No Pass 24 est pacifiste. Et quant à moi, j'ai fait grève de la faim pendant 44 jours contre l'obligation vaccinale afin de préserver les droits individuels, les libertés fondamentales. Il me paraissait évident que le socle liberté, égalité, fraternité était en grave débandade, que c'est pas possible de forcer les personnes dans leur corps, que c'est pas possible de procéder à ce chantage affectif, à cette peur, que c'est pas possible non plus il n'y a pas que le chantage affectif, hein, il y a le chantage au travail, cette notion-là d'autoriser le travail contre la participation à une expérimentation. Le chantage affectif venait du fait qu'il y avait une mauvaise ambiance qui était distillée à l'intérieur des établissements, une mauvaise ambiance entre vaccinés et non vaccinés. Et d'ailleurs, le gouvernement n'aura de cesse que de créer ce distinguo et cette opposition pendant tout le reste du mouvement. Actuellement, les non vaccinés deviennent, dès lors qu'ils décident de ne pas faire une 3e dose, par exemple, deviennent discriminables. Actuellement, les populations voient clair dans le jeu du gouvernement, et cette responsabilité dont j'aime parler, c'est vraiment opérée auprès des enfants. Dès lors qu'il a fallu protéger nos enfants,
comprendre que leur vécu dans les établissements était absolument pas adapté à leur âge et à la réalité du danger du virus sur eux. Dès lors que justement il y a eu des graves discriminations entre présentiel, distanciel, vaccinés, non vaccinés, et dès lors où les pseudo-essais cliniques se sont tellement emballés en termes de temps qu'il apparaissait évident qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour proposer ou non ces vaccins aux enfants. Alors que finalement cette réalité-là avait été plus ou moins dissimulée en ce qui concerne les adultes. Donc je voulais stipuler, justement, signifier que cette notion de vacciné, non vacciné n'a absolument rien à voir, que les libertés, elles sont bafouées pour chacun. Et justement, mes 44 jours de grève de la faim m'ont permis de rencontrer tout un tas de personnes qui passaient à la grève de la faim, à la tente grève de la faim, et qui venaient justement partager autour de ces idées-là. Donc certains voulaient partager autour du problème d'information, certains voulaient partager autour du produit, des produits de l'injection, certains voulaient partager autour de la démocratie. Voilà, et il s'agissait vraiment d'un grand espace de communication, un grand espace de débat, et surtout un grand espace où l'on se retrouve, où l'on est ensemble. Donc nous sommes dans une période où les gestes barrières sont de mise, nous sommes dans une période où les familles se retrouvent en balance, disons. C'est la période où on a conseillé de faire manger les grands-parents seuls dans la cuisine, c'est la période où on conseillait de ne pas faire des câlins aux enfants. Voilà, ça a été une période extrêmement chargée en termes d'affect négatif, de culpabilité engendrée. Voilà, et à l'inverse, à cette temps de grève de la faim, et ben justement, on a pu retrouver cette solidarité-là, c'est ce plaisir d'être ensemble, et puis aussi ce partage d'informations et d'idées, et des débats d'idées. D'ailleurs, cette temps de grève de la faim-là, elle se poursuit après moi, puisque j'ai été la plus longtemps à rester sur les 3 premiers, et elle se poursuit par quelqu'un qui entre pour aussi une autre revendication, celle de l'humanité. À une échelle plus large, l'humanité en tant que ce que l'on vit à l'intérieur de chaque individu, et l'humanité à l'échelle de sa place dans l'environnement, sur la planète, si je puis dire. Voilà, cette notion d'humanité avec un grand H. Donc voilà, cette tente grève de la faim aura vraiment porté un certain nombre de thèmes qui sont extrêmement importants. Bon, on n'aura pas pu continuer le projet puisqu'on voulait continuer à avoir des personnes qui viennent éventuellement revendiquer au travers de ce lieu-là. Finalement, j'aime à dire une zone à défendre, une ZAD démocratique. Mais ça n'a pas été possible puisque la mairie a démantelé cet endroit. Donc voilà, l'important pour moi, quand j'ai fait cette grève de la faim-là, c'était de dire, on ne parle pas de cette obligation vaccinale, on ne parle pas de ce sort inique des professionnels suspendus, on ne parle pas des mouvements dans la rue qui pourtant ont lieu depuis l'été et mobilisent un certain nombre de citoyens, de militants, quelle que soit leur classe, quel que soit leur âge, quel que soit leur bord politique, c'est pas l'objet. Et je voulais vraiment que cette censure-là cesse, et je pensais qu'en faisant une grève de la faim, qui était vraiment une action pacifiste et qui n'était absolument pas versée vers la violence, on pourrait avoir un sujet dans les médias mainstream. Bon, apparemment ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible, mais je me suis pas découragée. J'ai participé à un certain nombre d'actions, je pense notamment à la marche du réveil, d'actions convergentes à différents endroits qui permettent de se rencontrer, qui permettent de faire venir les médias, certes locaux, mais qui finalement couvrent le territoire et parlent par-delà, disons, les frontières régionales. Et puis finalement, il s'est imposé qu'il fallait faire un pas de côté. C'est pas possible d'attendre des médias censurés et tenus aux mains d'une économie qui n'est pas en notre faveur, en tout cas qui ne sert pas nos intérêts. C'est pas possible d'attendre de ces médias-là une information juste, éclairée, pondérée.
C'est pourquoi le pas de côté a consisté à faire un média, à créer un média indépendant. Et donc c'est ce qu'on a fait au cœur du collectif, un tout petit collectif de Dordogne, je rappelle, mais avec des personnes qui sont très engagées et qui ont envie justement d'une société qui nous ressemble. Et donc ce média indépendant-là, on en est au 5e numéro, il s'appelle Le Renifleur 24. Ce média indépendant-là, c'est une petite entrée. C'est voilà, l'avenir qui commence à se dessiner. De même qu'il va falloir penser nos sociétés nous-mêmes, ça commence aussi par l'indépendance des médias, et ça commence par le fait de jouer le jeu, de proposer des informations contradictoires, de vérifier ses sources, et de s'atteler vraiment à transmettre une information fiable et à permettre justement au lecteur de se faire une idée par lui-même sans qu'on lui assène une pensée dogmatique et qu'on lui dise quoi penser et quoi faire. On a trouvé d'autres initiatives locales, même extra-frontalières. On a un petit frère qui nous ressemble vraiment, ou à qui on ressemble vraiment, et qui est juste de l'autre côté de la frontière suisse. Donc je trouve ça assez émouvant. Et puis cette période-là, elle a servi à d'autres médias alternatifs. Toutes les chaînes YouTube, tous les canaux, toutes les pages, voilà, ont permis justement de relayer ce mouvement-là et de ne pas s'essouffler parce qu'on a bien vu qu'on n'était pas tout seul. Donc voilà, je ne pensais jamais arriver à proposer une candidature citoyenne, mais tout ça, c'est la suite logique, une chose en entraînant une autre. La suite logique fait que je pense que maintenant, c'est aux mains des citoyens de récupérer cette politique, de créer la société qui nous ressemble, de générer une nouvelle génération justement de gouvernance qui serait complètement partagée. J'ai envie de dire la génération 2.0 des politiques. Et cette politique politicienne qui consiste à décider pour tous au nom des avantages ou des intérêts de certains et d'asservir les populations à subvenir à ces intérêts me paraît complètement hors de propos. Voilà pourquoi je me présente au présidentiel 2022, mais en étant partie prenante d'une notion de rassemblement qui soit complètement incontournable. C'est pour ça que je fais partie d'un rassemblement de candidats à cette présidentielle. Alors, en ce qui concerne la population, l'économie, la société, il est évident que l'important, c'est maintenant de replacer l'humain au centre de tout ce système-là. Ce que nous avons pensé, justement, c'était de proposer quelque chose de l'ordre d'une économie circulaire qui replace une société économique pensée dans un environnement, dans la préservation de l'environnement, et une société économique pensée à l'échelle humaine, avec quelque chose de plus concret que ce qui se passe actuellement, où finalement les transactions sont souvent virtuelles, où finalement il y a une explosion du service tertiaire, avec une importance aussi des jobs qui semblent ne pas avoir de sens pour les salariés. Et voilà, donc je vous explique en quelques mots. L'économie circulaire, en fait, vise à limiter majoritairement le nombre de déchets, a fortiori si c'est des déchets ultimes. Donc cette responsabilité-là, à mon avis, nous incombe dans la mesure où il s'agit d'arrêter d'extraire les matières primaires de la nature. Donc il s'agit de la penser un petit peu plus légère en termes d'impact de notre société sur notre environnement, un petit peu plus éthique en termes de revalorisation des produits, pas seulement des déchets. On peut dire par exemple que l'industrie low-tech est beaucoup plus adaptée que tous nos produits à obsolescence programmée qui sont complètement dramatiques en fait à l'échelle de nos vies. La course au progrès, le défi, l'innovation du numérique, avoir quelque chose de neuf pour avoir quelque chose de neuf au mépris de l'extraction et des conditions d'extraction par les populations me paraît absolument hors de propos. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir cette notion de réemploi, en fait, réemployer les objets, les produits qui ont déjà été usinés. Ça veut dire une vraie industrie de la recyclerie, avec des vraies technicités,
Ça veut dire une capacité de réparer, donc ça veut dire une réindustrialisation de tout ce secteur-là d'artisanat, de savoir-faire pour les réparations. Un entrepreneuriat qui serait effectivement local, qui permet d'agir en conséquence dans les territoires en fonction des produits à réemployer et des technicités qui se sont peut-être perdues ou qui ont été décentralisées. Ça veut dire aussi la fin du soutien aux industries polluantes et cette notion d'entrepreneuriat, d'essor vers des innovations qui seraient de l'ordre du progrès, mais cette fois-ci dans la recherche, afin de trouver des solutions économiquement viables et écologiquement fiables, afin de pouvoir transitionner, si je puis dire, vers un modèle de société qui soit plus global et dont les problématiques sont plus imbriquées. Donc problématiques sociétales, individuelles du coup aussi, problématiques économiques, problématiques écologiques. Cette notion d'économie plus responsable et plus éthique implique nécessairement un retour sur les réseaux locaux. Alors il ne s'agit pas uniquement de circuits courts, hein. Il s'agit de réfléchir à une économie qui serait à nouveau centrée sur le territoire et centrée sur les territoires. Donc je l'ai dit, il s'agit de limiter progressivement vers l'arrêt du soutien aux industries polluantes. Il s'agit aussi de promouvoir et d'aider à la conversion les entreprises qui permettent justement de prendre ce chemin-là afin que nous ayons un impact sur l'environnement moindre et afin que nous ayons une société qui soit plus cohérente. Le retour finalement à des monnaies locales paraît être complètement d'actualité. Et pour en terminer sur le modèle économique, la fiscalité fait partie intégrante de la boucle. Il s'agit de simplifier l'imposition et de promouvoir pour les entreprises un réinvestissement des bénéfices au travers des recherches, des innovations, de l'investissement pour l'entreprise, au travers des salariés, également dans une participation à des intérêts sociétaux et évidemment à la part dédiée aux actionnaires. Cette révision de la fiscalité, par une simplification, encore une fois, ne s'entend finalement que si elle s'applique à l'imposition en général, avec une simplification vers l'imposition sur le revenu, vers la taxe sur le patrimoine et vers la taxe sur les matières primaires. Alors justement, qu'en est-il des institutions ? Donc l'intérêt d'une société, quand elle fait société, c'est justement de participer au bien-être, à la protection des individus qui la composent. Il est important pour ce faire que l'individu vive sa société. C'est ça la citoyenneté. Nos services publics sont d'une richesse inénarrable. La mission d'enseignement, la mission de soins, la mission de protection juridique, la mission de sûreté sont incontournables et complètement... c'est l'essence en fait, c'est l'essence de notre société, c'est l'essence de notre démocratie. Et pourtant, petit à petit, les moyens s'amenuisent, petit à petit, les missions sont détournées. Petit à petit, il y a une espèce de parasitage par une façon de penser qui serait rentabiliste, aux dépens en fait de l'aspect humain et du fondement des services publics. C'est pour ça qu'il y a eu des suppressions de postes, quelles que soient les administrations. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'informatisation, de traçabilité, de plus en plus de statistiques, de plus en plus de postes d'encadrement, au détriment finalement des personnels qui font le job.
Donc il s'agit évidemment de revoir tout ce fonctionnement et tout cet équilibre afin de favoriser finalement l'usager. C'est un terme qui est peut-être pas très agréable, mais en attendant, quand on vient à l'hôpital, c'est pour se faire soigner, c'est le but. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre, c'est le but. Quand on a besoin des services de la justice, il s'agit de pouvoir y accéder. Donc à nouveau, la mission devra être le seul objectif. Pour ce faire, il s'agit effectivement de recréer des postes, il s'agit de réouvrir les lits, les classes, il s'agit de rendre une autorité au personnel. Je pense notamment aux juges, par exemple, qui sont nommés par l'exécutif. Je pense aux fonctionnaires qui sont soumis à une notation et qui, du coup, sont pris entre leur autorité et leur mission et leur conscience professionnelle, à la fois les enjeux concernant leur carrière, puisque il y a ce petit grain de sable, disons, qui fait que c'est pas forcément dans l'intérêt de sa mission que l'on peut engendrer des comportements, puisque l'idée c'est d'avoir une bonne note à la fin de l'année. Donc déjà c'est pas très digne pour le salarié. Ensuite ça risque de détourner sa mission et sa vocation. Et enfin, je pense qu'il est de notoriété publique que actuellement la qualité des services de notre administration a perdu, a décliné. Alors, il s'agit de effectivement restaurer des postes, redonner du budget, mais il s'agit également de collecter les informations auprès des territoires qui connaissent bien leurs besoins, de les redoter effectivement, que ce soit en structure ou en budget, et de leur laisser la place à la décision. Alors les consulter, certes, utiliser leur technicité de façon à ce que il puisse y avoir des orientations adéquates. Ils peuvent être propositions, ces territoires, au travers de groupes, de comités techniques. Et puis, surtout, ils peuvent être, au-delà de la consultation, une force de décision. Ça paraît impératif. Et au-delà des missions de service public, j'ai envie de dire, il y a d'autres domaines qui me paraissent importants à traiter. Par exemple, le domaine de l'information. Je trouve vraiment marquant ce qu'on a vécu ces dernières années avec une littérale censure de ce qui se passe, des mouvements de la rue, une désinformation, une censure. Et ce quatrième pouvoir-là ne peut être aux mains de l'économie. Ce quatrième pouvoir-là doit être également aux mains des citoyens, aux mains des territoires et surtout d'une indépendance incontournable. Donc oui, cette notion-là de répartition des pouvoirs dans les différentes instances aux différents niveaux vers les territoires les plus proches des individus et des populations me paraît incontournable. Et j'aime à penser que les bonnes idées des personnes ordinaires peuvent remonter à l'Assemblée nationale sous forme de propositions qui, elle, peut légiférer de façon à être adaptée aux besoins des populations et aux innovations et aux idées précurseuses, je sais plus. Et cette Assemblée nationale peut proposer des lois qui peuvent être validées par référendum auprès des populations qui seraient consultées à ce moment-là.